Bonjour, merci. Donc le titre de cette publication résume bien l'esprit de la présentation, à savoir est-ce que les rythmes de notre organisme, qui sont pilotés par des horloges biologiques, nous allons le voir, ont une influence sur les effets de nos expositions aux produits chimiques. Alors en introduction, quelques données de prévalence avec des résultats issus dans l'enquête Sumer 2010. Une exposition à au moins une substance chimique, toute substance chimique confondue, a été déclarée chez 40% de travailleurs de nuit fixes, 61% de travailleurs postés en 3-8 ou en 4-8, 48% chez les salariés qui travaillent en 2 fois 12 heures, 42% pour les 2-8, donc équipe du matin, de l'après-midi, 29% pour les travailleurs du soir et 31% chez les travailleurs de jour. Ces données de prévalence et d'exposition ont été précisées un peu plus tard dans des études scientifiques qui sont toutes des études transversales et qui ont toute tendance à montrer une exposition supérieure à ce type de produit quand on est confronté à des horaires atypiques au travail. Alors, pourquoi, allez-vous me dire, le moment de l'exposition pose-t-il un problème? En fait, tout vient de notre vie sur la Terre. On est tous exposés de façon périodique à une alternance de lumière et d'obscurité. Et pour faire face à cette alternance de lumière et d'obscurité, donc au changement de notre environnement, les organismes qui vivent sur la Terre ont mis en place des stratégies d'adaptation. Et parmi ces stratégies d'adaptation, on retrouve les fameux rythmes biologiques qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors, ces rythmes biologiques nous font dire que l'homme est rythmique et l'homme est diurne. L'homme est rythmique, ça veut dire que la plupart de nos fonctions physiologiques vont évoluer selon des rythmes biologiques. Et l'existence même de ces rythmes biologiques ça va refléter finalement la pertinence pour certains événements de se produire plutôt à un moment qu'à un autre des 24 heures. L'homme est diurne, ça veut dire que nous sommes conçus pour être programmés génétiquement, on peut le dire, nous sommes conçus pour être actifs pendant la journée et pour être inactifs et dormir pendant la nuit. Alors, cette rythmicité est orchestrée par un chef d'orchestre que l'on a localisé dans les années 70 dans une petite structure au-dessus de l'hypothalamus qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques. Donc, c'est le siège de notre horloge principale. Et cette horloge principale, elle va être accompagnée dans son travail, j'ai envie de dire, par des horloges périphériques ou des horloges secondaires que l'on a découvert un peu plus tardivement, dans les années 2010. Et en fait, l'ensemble de ce réseau d'horloges, horloge principale dans le cerveau, horloge périphérique dans l'organisme, ces horloges vont être synchronisées par nos signaux de l'environnement, le plus influent étant cette alternance de lumière et d'obscurité. Mais la composition des repas va également avoir une influence et va apporter de l'information à l'horloge centrale. Le temps des repas, les moments des repas vont aller directement influencer nos horloges secondaires et l'exercice physique a aussi une influence sur notre horloge principale. Et au final, l'ensemble de cet orchestre circadien va aboutir à l'établissement de nos rythmes biologiques, c'est-à-dire la pertinence qu'on soit actif en journée. Et donc, notre activité motrice et notre activité physique on aura des meilleures performances pendant la journée. Notre cycle veille-sommeil avec un sommeil qui sera de meilleure qualité si on dort la nuit. Nos capacités cognitives, nos capacités de mémorisation sont aussi influencées par ces réseaux d'horloges. Et enfin, le rythme de la plupart de nos hormones, comme ici illustré dans le bas de la diapositive à droite, les rythmes de mélatonine et de cortisol. Alors voilà ce qui se passe quand on est confronté à des horaires atypiques, et notamment à du travail de nuit, c'est ce qui a été le plus étudié, avec des conflits entre les signaux que vont envoyer l'environnement, que vont envoyer les cycles lumière-obscurité, le moment des repas, la composition des repas, à l'horloge principale, et ce que l'horloge principale va retranscrire aux horloges périphériques. Et l'ensemble de ces conflits, ça va aboutir à ce qu'on appelle des désynchronisations de rythme, et ce sont ces désynchronisations qui sont actuellement au cœur des mécanismes suspectés comme faisant lien entre le travail de nuit et les effets sur la santé. Alors, ces effets sur la santé ont été rappelés dans une expertise collective exhaustive de l'ANSES en 2016, qui a classé donc les effets du travail de nuit en 3 grandes catégories: les effets avérés, les effets probables et les effets possibles.
Concernant le risque de cancer qui est toujours qui fait beaucoup parler, en tout cas sur cette thématique, le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, avait alerté dès 2007 sur le risque probablement cancérogène du travail de nuit et il a réaffirmé cette classification en 2019, allant dans le même sens que l'ANSES donc en 2016. Alors, pour en revenir à notre sujet, cette diapositive illustre les voies métaboliques et on sait aujourd'hui que les voies métaboliques sont également régulées par des rythmes circadiens. Les 4 phases, absorption, distribution, absorption, stockage, distribution et excrétion sont toutes soumises et régies par des processus circadiens, notamment au niveau des enzymes qui sont impliquées dans ces 4 phases. Alors, pour aller un peu plus dans le détail et pour illustrer plus précisément comment ça fonctionne, vous avez par exemple un exemple concret au niveau de la phase d'absorption où il y a des horloges secondaires qui sont présentes dans l'intestin et dans l'estomac et qui vont jouer un rôle important dans la régulation de l'expression de certains transporteurs. Et les molécules, par exemple, à tendance lipophile, vont être mieux absorbées en journée que la nuit. Autre exemple, au niveau de la distribution, où vous avez cette distribution qui va dépendre. Donc la distribution, c'est le passage de la circulation aux organes. Et cette distribution, eh bien, elle dépend de plusieurs facteurs, notamment du flux sanguin. Et le rythme circadien intervient également dans la variation du débit cardiaque et par conséquent dans la fraction du flux sanguin qui va être disponible et qui va être reçu par les organes et par les tissus. Autre exemple, au niveau cette fois-ci de la dégradation, au niveau du foie, où les enzymes qui sont codées par des gènes contrôlés eux-mêmes par les horloges internes de l'organisme vont donc influencer sur la quantité disponible de ces enzymes. Et enfin, dernier exemple, au niveau de l'excrétion, où c'est le rein qui est l'organe principal qui va filtrer et extraire les substances ou leurs métabolites, on sait aujourd'hui que la filtration glomérulaire apparaît comme étant beaucoup plus active lors de la journée que lors de la nuit. Alors, voici une première expérience chez l'animal à qui on a injecté du cyanure de potassium à une dose létale 50 et on a observé la mortalité à 1 heure, ce sont les zones hachurées, et la mortalité à 24 heures. Et on remarque de grosses différences avec une mortalité à 1 heure qui est de 20% lorsque l'on injecte le cyanure de potassium à 8 heures du matin et une mortalité qui est de 100% lorsque l'on l'injecte en soirée vers 20 heures. Ce qui a permis à ces auteurs de montrer qu'il y avait des fenêtres, des zones de susceptibilité avec, pour l'animal présent, à savoir la souris qui est un animal nocturne, une susceptibilité plus grande aux produits lors de la transition entre les périodes d'inactivité diurne donc et l'activité nocturne. Chez l'homme, les premiers exemples nous viennent du domaine de la cancérologie où nous avons des recherches chez l'animal, qui est situé sur la partie gauche de la diapositive, qui ont montré que les substances, les médicaments anti-cancer que nous utilisons avaient des fenêtres de susceptibilité aussi où ils étaient plus efficaces à certaines heures qu'à d'autres, ce qui a permis à certains chercheurs et certains médecins oncologues, notamment l'équipe de Villejuif avec Francis Lévy, de mettre au point ce qu'on appelle des protocoles de de chronochimiothérapie. C'est ce qui est indiqué sur la partie droite de la diapositive, où ce protocole qui était destiné à soigner un cancer colorectal métastasique montre l'administration de 3 substances à 3 moments différents de la journée pour justement optimiser les effets sur la tumeur et minimiser les effets secondaires. Et on obtient des résultats assez impressionnant, avec ici la comparaison entre un protocole normal, flat, et un protocole de chronochimiothérapie, et où vous voyez sur les premiers indicateurs qui montrent finalement les effets secondaires associés à ces chimiothérapies, une réduction assez significative du nombre d'effets secondaires dans le protocole de chronochimiothérapie et une augmentation sur les effets, ce que l'on recherche, sur la tumeur et donc la régression de la tumeur. Alors, tout récemment, une étude publiée en 2021 a recensé les études chez l'homme d'exposition en milieu non pas de travail parce qu'on manque énormément de données, mais de l'exposition à des produits chimiques en fonction du moment de la journée et de leurs effets. Et on a notamment une étude d'auto-administration de poison qui a été menée et publiée en 2012, où finalement les personnes s'étaient, donc ça c'est une étude de cohorte, les personnes s'étaient auto-administrées un poison, c'était des graines de laurier rose, voilà, donc
voilà, je suppose que c'était des tentatives de suicide ou des suicides. Et en tout cas, on a montré une toxicité réellement différente entre le moment où ils avaient administré, où ils s'étaient auto-administré ce poison, avec effectivement une susceptibilité beaucoup plus importante lorsque l'ingestion était faite en matinée. Autre étude où là, on a étudié en laboratoire l'exposition d'individus, de sujets sains et que l'on exposait à des nettoyants, des désinfectants utilisés pour faire le ménage, et où on a montré là aussi une différence entre le moment où on les exposait à ces désinfectants, avec là cette fois-ci un taux de THM qui était libéré suite à cette exposition, qui était supérieur et donc beaucoup plus potentiellement plus toxique en soirée. Et encore plus récemment, des études qui ont été faites, qui n'ont pas été publiées, mais qui ont fait l'objet d'une présentation lors d'un congrès, et qui montrent finalement qu'il est ressorti de cette méta-analyse 8 publications de qualité, 8 publications pertinentes, et qui ont montré qu'il y avait une fonction pulmonaire réduite pendant la nuit chez des salariés qui étaient exposés de la poussière dans des aciéries, qui avait un effet synergique entre une exposition à des horaires atypiques et des solvants organiques sur les avortements chez du personnel de laboratoire, et une augmentation de la mortalité par maladie coronarienne chez des travailleurs co-exposés à du disulfure de carbone et à des horaires atypiques. Et enfin, une réduction de la qualité du sommeil, bon ça c'est des résultats qu'on avait déjà, avec une exposition à de l'acétone. Donc là, c'est pour la première fois, j'ai envie de dire, des résultats en milieu de travail qui nous manquent cruellement et qui montrent bien que le moment de l'exposition peut avoir une influence. Donc en synthèse, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il existe des rythmes circadiens de susceptibilité à des agents chimiques chez les animaux et chez l'homme. Quels sont les effets d'une polyexposition horaire atypique substances chimiques? On a très très peu de données en milieu de travail. On soulève beaucoup de questions, j'en ai conscience, on a assez peu de réponses pour l'instant, et donc on encourage vraiment aux recherches, et on a réellement besoin d'études et de recherches pour évaluer les effets différés selon le moment d'exposition à ces produits chimiques. Et j'ai envie de dire pour conclure que dans l'avenir, lorsqu'on va faire une évaluation des risques professionnels, une évaluation du risque chimique en entreprise, ce serait bien de prendre en compte le moment d'exposition également, et non pas seulement des données de fréquence, d'intensité ou de conditions d'exposition. Voilà, je vous remercie. Et vous, Madame Weibel, pardonnez-moi d'être directe, mais vous pensez que l'exposition à certaines substances chimiques est un facteur de perturbation de nos horloges biologiques? Alors, il y a certaines études qui ont montré, par exemple, que l'exposition à des médicaments était un facteur de perturbation des rythmes circadiens, notamment certains anesthésiques. On sait qu'il y a des hormones endogènes qui ont été, par exemple la mélatonine, pour la citer, que l'on peut se procurer et qui est un hypnotique. La mélatonine est ce qu'on appelle un chronobiotique, ça veut dire qu'elle a une influence sur le réseau d'horloge, et en fonction, on a ce qu'on appelle une courbe de réponse de phase à cette mélatonine. En fonction du moment de la journée où on l'administre, on n'aura pas les mêmes effets sur l'horloge. Donc tout l'intérêt des recherches futures, c'est de voir si on peut identifier certaines substances chimiques comme étant des chronobiotiques ou pas.